Salut Winter Warriors, je suis votre hôte Anthony Marcotte et vous écoutez le podcast GPSV. En cas de doute, gaz au bout. On vous souhaite la plus cordiale des bienvenus à cette nouvelle saison de la balado-diffusion du Grand Prix Skidoo de Valcourt. Mon nom est Anthony Marcotte du 91 Sport à Montréal, passionné de course automobile, de course en général, et on va s'amuser énormément au cours de cette prochaine saison, alors qu'on aura en notre compagnie justement plusieurs personnages bien connus du monde des courses à l'approche évidemment de la 40e édition du Grand Prix Skidoo de Valcourt qui assurément va revenir en force pour 2022. On a encore quelques mois devant nous et pendant ces mois-là, on aura l'occasion de discuter ensemble à plusieurs reprises avec des gens bien connus qu'on va aider évidemment à faire découvrir. Et celui qu'on a en notre compagnie ce soir, c'est Richard Telchat, un nom bien connu du monde du VTT au Québec et partout à travers le Canada, multiple champion canadien en VTT. Richard, bienvenue dans l'émission, bien heureux de te recevoir. Hey, salut, c'est le fun, de l'invitation, je vous remercie, puis je suis content d'être là. Avant de commencer l'entrevue, Richard, on se remémorait quelques souvenirs. Moi, je me souviens très bien, jeune garçon, aller voir le motocross à Victoriaville et t'en faisais partie à tes débuts. Puis finalement, milieu des années 90, le temps a passé, on est presque 30 ans en arrière. Puis tu es encore impliqué dans le monde des courses, quand même incroyable de voir ça passer. Oui, exactement. Écoute, tu sais, moi, j'ai commencé vraiment en quad là, en débutant à 98, mes premières courses. Fait que, tu sais, ça fait vraiment longtemps quand même. Puis, mais tu sais, ça, on le dit toujours, hein, les courses, là, tous les gars disent la même chose, c'est une maladie. On aime ça, ça nous pique, puis on est pogné avec. Fait que on a vraiment ça dans le sang. J'adore ça encore. C'est sûr qu'on en fait moins souvent qu'on en faisait. On est pas aussi actif que dans les années, le milieu des années 2000, là, il n'y a pas de cachette, là. On faisait 25, presque des fois 30 événements par saison. Ouais. C'était assez intense, là. Sans répit, ce milieu-là dans lequel tu es encore très impliqué. Tu portes d'ailleurs justement un chandail de ta compagnie RP Race, une compagnie qui te tient très occupé, où tu développes toi-même des pièces de performance. Oui, exactement. Écoute, c'est né de la passion de mes courses, puis d'un peu de mes besoins que moi j'avais, mais je dirais là, la bonne façon de le dire, c'est un peu pour moi de redonner ce que j'ai appris dans toutes mes années de course, euh, puis d'offrir ça aux gens. Et écoute, vraiment, je peux dire qu'en ce moment, je me compte très chanceux, même si on a mis tous les efforts qu'il fallait parce qu'on est super occupé. On vend des pièces partout dans le monde, ce que je ne m'attendais pas, honnêtement, là, même si c'est un rêve que j'ai toujours eu d'avoir une entreprise qui fabrique et qui expédie des pièces, de dire qu'on en vend partout dans le monde. On est presque 80% en exportation là, en ce moment. Fait que, tu sais, je dis toujours la même chose. Je dis merci à mes clients du Québec qui m'ont suivi en partant. Tu sais, ça a été une effervescence en partant quand j'ai offert ces morceaux-là. Les gens du Québec ont tout de suite commencé à mettre mes échappements, mes kits d'intake, mes throttle body. Puis au final, ça me permet que maintenant, on en vend vraiment partout dans le monde. C'est le fun. C'est extraordinaire. Puis je regardais justement la petite biographie sur ta page Facebook de RP Race. Puis je trouvais ça vraiment original. Tu disais que moi, la performance, puis de gagner des courses, c'est toujours le but. Le but, c'est de gagner. On ne fait pas de la course pour traîner le lunch, puis au bout de la ligne, juste participer. Dans ton cas, tu avais vraiment le motif de gagner des courses et de vraiment performer. Et ce que tu vends, ce que tu offres à tes clients, c'est vraiment la crème de la crème. Tu ne te contentes pas de peu, là. Tout ce que tu veux offrir justement aux gens, c'est ce qu'il y a de meilleur sur le marché. Effectivement, écoute, pour vrai, c'est une des grandes satisfactions que j'ai, c'est quand les clients gagnent avec mes pièces. Là, c'est la petite dose d'adrénaline que j'ai eu à gagner mes courses. Je la reçois à recevoir un message, une publication. Puis honnêtement,
sais, les courses, c'est des ups et des downs. Hein? Tu peux pas toutes les gagner, même si tu voudrais toujours. Tu vas toujours avoir une déception. Puis on partage aussi ces moments-là avec nos clients Ouais. qui veulent gagner. Tu sais, on a des coureurs qu'on suit, puis finalement, des fois, là, je trouve que d'avoir le bon mot pour un coureur qui n'a pas eu une bonne fin de semaine, tu sais, ça fait partie, je vais dire, quand même si ça va, on pourra le dire que ça pourrait être un côté négatif, un côté positif de mon entreprise, de dire des fois, là, je dis, hey, keep it up, tu vas l'avoir, c'est sûr. Ça n'a peut-être pas aussi bien été, mais tu sais, continue à travailler. Honnêtement, c'est ça qui garde le feu, le feu que j'ai. Là. Oui, puis tu en parles avec énormément de passion, évidemment. Quand on parle de pièces que vous vendez là, chez RP Race, parle-nous un peu justement de dans quelle direction on s'en va, par exemple, dans les pièces que vous avez sur le marché. Ben, en fait, là, on fait que du hors-route. Principalement, c'est du VTT puis du motocross. Le motocross prend de plus en plus de place dans la vente des pièces. Peut-être 30-40% des pièces qu'on fabrique sont pour les motocross, ce qui est encore là une belle grosse surprise pour moi. Quand on démarre une entreprise, on a toujours une vision, mais ça, c'est vraiment super. On fait beaucoup d'échappements. Et principalement, c'est des échappements de haute performance qui sont dédiés pour les courses. En quad, ben, on a un peu tous les types d'échappements pour chacune des applications qu'on peut faire, que ce soit du TT, des courses sur la glace ou des courses d'enduro. On offre ça. Exemple, la même chose s'applique aussi pour les motos. Fait que les échappements, c'est vraiment une belle place dans RP Race. Puis ensuite, ben, on fait ce qui sort, on fait ce qui rentre aussi. Donc, on a développé des bons kits d'intake. Puis aussi, vraiment quelque chose qui a été un gros projet pour nous, ça a été de développer nos propres throttle body qui sont usinés complètement dans la masse. Puis ça a été vraiment beaucoup d'efforts, puis je dirais beaucoup d'audace parce que c'était vraiment pas un projet qui était facile. Puis on a mis beaucoup, beaucoup d'énergie là-dedans, beaucoup de raffinement au cours des années. Puis maintenant, ben, tu sais, il y a un petit secret de Polichinelle, mais on a une des équipes américaines en supercross américain qui utilise nos produits pour gagner. Ouais. Tu te dis, écoute, on est la petite entreprise de Saint-Isidore avec le petit gars de 4 roues. Ben oui. Finalement, la plus grosse équipe va utiliser nos pièces. C'est vraiment cool. C'est vraiment, puis vous avez une portée qui est vraiment impressionnante. Là. Je regardais votre page Facebook, là, puis ça, des fois, là, vous baignez là-dedans pas mal. Quand je vois une page Facebook d'une compagnie à plus de 12 000 fans, parce que vous avez une portée qui est quand même vraiment impressionnante, aucun doute que vous avez votre place dans le marché. Puis c'est toujours intéressant de voir là, que les gens apprécient justement la qualité du produit. Moi, la question que je me pose, c'est avec la pandémie, Richard, actuellement, êtes-vous capable de subvenir aux besoins? Parce que là, c'est complètement débile. On dirait que tout le monde cherche du stock à acheter. Et surtout dans la performance, moi je suis dans le monde de la course automobile sur terre battue, c'est incroyable, on s'arrache les voitures, on s'arrache les pneus, c'est jamais assez, on manque de pièces partout, et dans votre cas, comment qu'on réussit à subvenir aux besoins des gens? Écoute, je suis chanceux, là, j'ai les cheveux bien ancrés, mais j'en aurais plus. Non, écoute, c'est vraiment, vraiment difficile, l'approvisionnement n'est pas facile. Ah ouais. Mais une chose qui est vraiment surprenante, une des choses qui nous a surpris tous, c'est que pendant la pandémie, on a explosé. Hein, je pense que les sports motorisés ont pris une grande place. Ça nous a Jamais surpris. j'aurais pu penser ça. J'aurais pensé le contraire. J'aurais pensé que les gens manqueraient de sous pour embarquer là-dedans. Au contraire, certains s'en sont remplis les poches. Puis ils ont décidé de magasiner. Tant mieux pour le sport, on s'en plaindra pas. Mais c'est vraiment quelque chose que j'avais pas anticipé. Exact. Mais l'autre chose qu'on a vu, c'est que, il y a toujours la règle du 80-20, mais vraiment 80% des clients comprennent que ça ne sera pas demain matin qu'ils vont l'avoir, la pièce. Ouais. Puis, il y a encore 20% qui la veulent encore pour le lendemain, puis c'est jamais assez vite. Mais malgré tout, il y a vraiment une grosse partie de la clientèle qui dit, écoute, on commande d'avance. Quand elle sera prête, on va être content. Fait que, ça, c'est le fun de voir ça. Puis, mais non, pour te dire, est-ce qu'on suffit à la demande?
on fait vraiment de notre mieux. Puis on développe des nouveaux produits au travers, mais malgré tout, la capacité de production a augmenté. On travaille plus fort, c'est sûr. Puis, fait que, on réussit quand même là, à offrir des délais qui sont raisonnables. Là. Tant mieux, parce que c'est vraiment des défis à relever qui sont extraordinaires actuellement dans l'entrepreneuriat. La pénurie de main-d'œuvre est également qui frappe tous les domaines d'emploi. Je suis convaincu que de ton côté, c'est un petit peu la même chose à ce niveau-là. Il faut réussir à subvenir aux besoins des clients, remplir le mandat, mais en même temps, si on n'est pas capable de fournir, on ne fera pas de miracle non plus. Là. Les pièces, il faut toujours bien les construire, puis les machiner comme du monde. Exactement. Puis, ceux qui me connaissent, là, je ne laisse pas n'importe qui travailler pour moi. Là, j'ai toujours été assez les standards hauts, puis ça reste comme ça. Donc, je veux des belles soudures, je veux du stock bien fait. Fait que, c'est pas facile de ce côté-là, mais j'ai une super équipe ici, des grands talents, je vais dire de même, moi, je dis toujours, là, quelqu'un qui m'impressionne quand il soude, j'ai soudé, je continue à souder, mais j'apprécie voir ça. Fait que c'est le fun. Là. Richard, il faut que tu me parles absolument de ta carrière qui se transforme dorénavant davantage comme entrepreneur, mais je veux dire, sur le circuit, en VTT, tu es un autre très, très connu au Québec. Tu as remporté à de multiples reprises le championnat canadien de VTT. Tu le disais tantôt, c'était au sommet de ta carrière, milieu des années 2000, à te promener un petit peu partout au pays et même aux États-Unis pour vivre de ta passion. C'est, j'imagine, beaucoup de souvenirs quand tu te remémores toutes ces années à parcourir les quatre coins du pays pour rouler en VTT. Oui, exact. Écoute, on a mis vraiment, vraiment beaucoup d'efforts, mais c'était des efforts qui étaient faciles à faire parce qu'on avait la passion. Mais oui, écoute, j'ai gagné 7 championnats canadiens, 5 d'affilée. On a eu la chance d'avoir un beau circuit canadien qui était Québec-Ontario. Ouais. Un nom connu que vous connaissez, c'est sûr, dans le domaine des courses. Bodyford nous avait organisé une belle série dans les années des années 2000. On a eu la chance d'avoir ce circuit-là. Puis, donc, ça, là, ça a été vraiment une grosse partie de ma carrière. Donc, je disais toujours, comme tu l'as dit tantôt, moi, j'étais engagé pour gagner. Là. Que ce soit les années avec Yamaha, les années avec Can-Am, j'avais un contrat sur la table. Puis le contrat que moi, je me donnais, c'était de ramener la plaque numéro 1. Fait on faisait tout ce que je pouvais, je le faisais pour faire ça. Puis ça a été des années extraordinaires, des batailles, avec Jasmin Plante, on a eu eu une belle rivalité. Je dis toujours, c'était un super talent, puis un gars super le fun aussi à compétitionner parce que tu savais que lui, il s'attendait pas à finir deuxième non plus. Fait que, on a eu une belle rivalité, ça a été extraordinaire. Puis j'ai tenté ma chance aux États-Unis aussi, dans le sens que pour moi, c'était important d'aller le plus loin que je pouvais. Puis honnêtement, là, je m'en cache pas, puis c'est sûr, ça n'a pas été aussi bien que je voulais aux États-Unis. J'avais le syndrome des douanes, je vais le dire comme ça, dans le sens qu'aussitôt que je traversais les lignes, la confiance minait, je me sentais négligé un petit peu. Puis j'étais habitué ici d'avoir un objectif, c'était de gagner. Ouais. Et aussitôt que je traversais l'autre bord, ben, je perdais un petit peu cet objectif-là. Je me disais, OK, je vais-tu finir 5e, 6e? Puis vraiment, là, je tombais dans une plage où j'étais moins performant. Puis ça m'a pris 5 ans environ à comprendre ça, puis à dire, OK, non, quand je traverse l'autre bord, je suis aussi bon qu'eux autres, puis je suis capable. Puis, tu sais, ça a été difficile. Puis dans les dernières années, tu sais, écoute, j'étais vraiment compétitif. Mais pour vrai, ça a été un bel apprentissage de la vie de le faire parce que c'est pas une switch que tu peux mettre à on et dire oui, garde, go, on est prêt. Puis on bloque tout ce que les pensées, non. Ça faisait partie de moi. Fait que, mais j'ai eu des super belles courses aux États-Unis. Puis vraiment de se battre contre les meilleurs dans les années là, 2009, là, où la gate était remplie des meilleurs, les équipes de tous les manufacturiers étaient là, d'arriver et de dire OK, je finis 4e, 5e, c'était des méchants défis. Là.
Est-ce que c'est cyclique, votre milieu du motocross, du VTT, Richard, en voulant dire que souvent, peu importe le sport, ben, il y a des meilleures périodes que d'autres, si on veut, que ce soit dans le hockey, le baseball, le football, peu importe. Comment tu évalues ça à l'époque où tu as couru, puis ce qu'on a présentement rendu en 2021? Écoute, oui, c'est cyclique, c'est sûr, puis encore plus le VTT parce que, Ouais. en fait, plus que le sport est petit, plus que les cycles vont paraître grands. Oui. Je veux dire, tu prends une petite bille, tu le remplis, elle vient grande. Donc, moi là, 98, ma première course, on est trois sur la ligne de départ. Est-ce que c'est l'effervescence en VTT? Non, absolument pas. On est dans un creux de vague qui a commencé aux alentours de 2001, 2002 à remonter pour exploser. Là, dans les années 2004, 2005, 2006, 2007, ça a été des très grosses années. Donc oui, c'est cyclique. Puis on va parler des anciens pilotes comme les Desormeaux des années début des années 2000 qui est leur bulle à eux autres. Qui s'était soufflé un petit peu, qui recommence. Présentement, là, on a des super belles séries en quad. Une relève qui s'installe, des jeunes de 15 ans, 16 ans, tu vois, qui veulent compétitionner un contre l'autre, puis qu'il n'y en a pas un des deux qui veut se laisser gagner, mais qui a une belle rivalité. Puis ça veut juste le dire là, que c'est le début d'un cycle. C'est des périodes d'environ 10 ans avec un 10 ans un petit peu plus tranquille, un 10 ans. Écoute, c'est sûr que c'est ça. Je veux dire, même si je dirais non, moi, mon sport a toujours resté pareil, non, c'est pas vrai. Je compare ça là, vraiment au BMX ou à la planche à roulettes, la skate. Là, C'est des sports extrêmes. Veux pas. C'est des passes, des modes, puis ça revient. Exact. Est-ce que cette passion-là se transmet de génération en génération, de gens que tu côtoies, les plus jeunes maintenant qui tentent de faire un petit peu la même chose que ce que leurs pères ont fait? Oui, exact, c'est sûr. Il y a une belle relève de ce côté-là. Ça, le quad, c'est quelque chose que tu choisis pas. Je vais dire dans même, ça te choisit. Tu vas avoir une attirance. C'est bien plus facile d'aller faire du motocross, on le sait. Ça coûte moins cher. Les pistes, c'est accessible. Mais si ton père, il tripe sur le 4 roues parce qu'il aime ça, travailler dessus, c'est bien les chances que tu fasses du 4 roues. Puis si toi, tu passes à côté d'un 4 roues, puis tu le regardes, puis wow, ben moi, c'est un peu ça. J'allais aux courses de motocross, j'avais hâte à la classe 4 roues quand j'avais 8 ans, 9 ans. T'sais. Pourquoi? Tu t'expliques ça. Il y a l'aspect mécanique derrière ça. C'est que le quad, tu as bien beau être le meilleur au monde, si tu as un quad qui n'est pas très bon, tu ne feras jamais rien. Ouais. En motocross, tu vas chez le dealer, tu en achètes un, puis il y a des chances, tu as les mêmes chances qu'un autre. En quad, ben, il faut que tu fasses ta propre chance. Puis c'est vraiment, il y en a qui trouvent ça spécial. Il y en a d'autres qui disent, ben oui, c'est la beauté de la chose, c'est que l'aspect mécanique est super important. Même chose que l'aspect pilotage. Richard, tu me corriges si je me trompe, mais tu as eu une certaine période d'accalmie de la compétition, mais là, tranquillement, pas vite, on te revoit sur le circuit. On t'a revu à l'œuvre, d'ailleurs, le 11 septembre dernier, du côté de Dubuisson. Comment ça s'est passé, cette compétition-là en particulier? Oui, écoute, ben, si tu veux faire un petit round-up, oui, en 2012, j'ai dit que je prenais ma retraite. J'avais fait le tour, puis je sentais que j'avais vraiment fait le tour. Puis je me suis dit, ben écoute, on tourne la page, puis on fait d'autres choses. Puis honnêtement, ça a été une très belle chose, mais je me suis rendu compte que la passion était vraiment forte. J'avais le goût de faire des pièces, j'avais le goût de faire encore du quad, j'avais encore du plaisir à en faire. Je savais que j'allais plus en faire 30 fois par année, mais j'avais encore le goût. Puis j'essaie de trouver cette balance-là entre choisir des événements qui m'attirent, qui me tentent, puis me sentir obligé d'y aller à toutes les fins de semaine. C'est vraiment quelque chose que depuis quelques années, je commence à maîtriser. Je me dis, je me permets de faire 4, 5 événements par année que j'ai le goût de faire. Puis, cette année, ben, j'ai fait 3 événements durant l'été. Oui, j'ai fait la course de Dubuisson, qui était une course des mix, donc une course de motocross en 4 roues.
Ça faisait longtemps que je n'avais pas vraiment fait ça. Je trouvais que la forme physique était loin, Oui. était loin de mes bonnes années, mais écoute, j'ai gagné. Ça a très bien été. J'ai fait aussi le Grand Prix Trois-Rivières, une course que j'adore parce que c'est un peu à l'image du Grand Prix Valcourt, c'est que c'est différent de ce qu'on a fait dans plusieurs années. C'est une course mi-asphalte, mi-terre battue. Puis j'ai fait une course aussi d'une belle série, un super site à Thetford, un genre de mix, un mix TT rapide avec quelques sauts planeurs, mais un gros tournoi de 4 roues, beaucoup de monde, c'était le fun d'être là. Je sais que le monde aurait aimé ça que j'y aille plus souvent, mais je me suis permis d'en faire une cet été là-bas. Puis ça a été vraiment, vraiment le fun. Encore là, à chaque fois, tu dis, oh boy, on était plus en forme. mais j'ai gagné aussi. Fait que ça a bien été. Quand même pas si mal. Est-ce qu'il y a, sans dire qu'il y a une frontière à ne pas franchir entre le gars de business qui vend des pièces puis le compétiteur qui est encore très compétitif, est-ce que tu es capable de balancer entre l'arbre et l'écorce? Ben écoute, non, c'est pas si facile que ça. Pour vrai, je peux pas me blesser. Je peux pas me permettre de manquer du travail. Puis en même temps, écoute, ça serait vraiment mentir que de me demander d'aller aux courses et de dire c'est pas grave de finir septième, ça va faire mon affaire. Je ne sais pas comment faire. S'il y a quelqu'un qui nous écoute et qui dit hey, moi, je connais ça, là, je connais la façon de faire, là, c'est facile, là, accepte de finir septième, là, envoie-moi la recette, je ne la connais pas. Là, honnêtement, souvent même, j'y vais en me disant écoute, good, on y va, on s'amuse, peu importe le résultat, rendu là-bas, oui, ça, j'ai juste le goût de gagner. Ouais. Il y a une switch qui s'allume, là, c'est impossible. Là, Ben écoute, elle est vraiment dure à. Ce qui est encore plus dur, c'est que malgré qu'on se demande de gagner, ben, on n'a pas tant le roulage, puis l'énergie, puis le temps de piste qui lui permet de gagner. Tu sais, écoute, t'embarques sur ton quad une fois par mois et demi, puis cette fois par mois et demi-là, tu es aux courses, puis tu te dis, il me semble que ça ferait bien que je gagne aujourd'hui. C'est quand même rough. Tu sais. Fait que souvent, je finis les fins de semaine en disant, que c'est dur quand même de se demander ça puis de ne pas être si près que ça. Ouais. Mais en même temps, ben, ça fait partie du challenge, je vais dire de même. Puis, mais honnêtement, là, je fais des farces avec ça. Oui, je suis ultra compétitif, ça, tout le monde le sait. Mais je pense qu'il y a une belle relève. Puis, la journée que quelqu'un me bat, on serre la main puis on est fier de l'autre personne parce que honnêtement, mes grosses années à moi sont faites. Je me présente puis je me dis j'ai plus rien à prouver. Je suis là pour m'amuser. Derrière, il y a la petite voix qui dit il faudrait bien que tu gagnes. Là. Mais ça c'est moi comme ça. Je suis fait de même. As-tu vécu le blues de l'athlète qui arrive à la fin de sa carrière et dit là, physiquement, je suis peut-être plus au sommet de ma gloire, finalement, de dire, ben là, il en reste moins qu'en restait. As-tu vécu ça? Écoute, ben, tu sais, quand j'ai arrêté en 2012, c'était par choix. Puis, je me suis dit, tu sais, j'étais quand même à l'aise avec ça. L'adrénaline me manquait, tu sais, on va le dire comme ça. Le blues, ben, maintenant, j'essaie de le. Je le lis un petit peu souvent quand je me dis, OK, tu sais, là, je ne pourrais pas en faire à toutes les 20 semaines, c'est sûr. Les événements, il faut que je les choisisse. Mais pour vrai, je suis pas mal plus en paix que j'étais là, 4-5 ans, où ce que je me cherchais un petit peu là-dedans. Parce que, honnêtement, mon entreprise m'a rempli mes désirs justement, je trouve ça le fun envers que mes clients gagnent, tout ça. Mm-hmm. Ça vient me chercher puis combler un besoin en dedans de moi. Puis en même temps, ben, je me trouve chanceux, malgré tout, de pouvoir embarquer sur mon quad. Je veux dire, oui, le body a mangé des bonnes go, mais je suis encore capable. Je suis encore capable de performer. Je me trouve chanceux.
Fait qu'il y a comme un petit peu cette balance-là qui s'installe puis qui te dit, OK, on en profite quand même. Là. Chaque personne qui fait d'un sport extrême devient un peu un junkie de l'adrénaline. Tu sais, tu as besoin de ça. Pour en avoir rencontré plusieurs, ça revient toujours à la même chose. À un moment donné, de ne pas avoir ça, il y a un excès qui te manque quelque part. Ça, c'est un aspect que tu as connu, de dire là, ça me prend de quoi, là? Il faut aller sauter en parachute, c'est faux, ou aller monter, faire de l'escalade, ou quelque chose qui vous permet vraiment d'avoir une soif, une peur quelconque. Oui, ben, c'est une bonne question. J'ai essayé différentes choses, un petit peu de jet ski. Okay. On essaye de trouver des choses, mais pour vrai, le fait est revenu de dire, ben, moi, ce que j'aime, c'est de faire du quad. Maintenant, je fais un peu de moto, écoute, un petit peu, mais euh, euh, c'est ce que j'aime. Puis je le sais qu'il faut que je fasse attention quand même à mon corps. Ouais. Fait que tant qu'à choisir quelque chose, je vais choisir quelque chose que je contrôle, que je connais. Ouais. Puis parce que, tu sais, puis qui va me permettre d'aller dans une zone que je vais maîtriser ou ce que je vais dire, OK, là, je flirte un petit peu avec la limite, mais tu sais, je le connais. Fait que c'est un peu comme ça que je suis allé chercher. Puis, mais oui, tu sais, écoute, souvent, je finis mes fins de semaine de course, puis il y a un petit down qui s'installe. Il me semble que j'ai déjà hâte à la prochaine. Puis je sais que ça ne sera pas la semaine prochaine. Fait que encore là, tu sais, ça revient à dire les courses, c'est des ups et des downs. Fait que on apprécie quand on a le up. Puis là, ben, maintenant, oups, le mois que j'ai rien, que je vais juste travailler, ben, des fois, je fais comme OK, quand est-ce qu'on rembarque? On la ressent bien, ta passion dans le propos, ça, c'est évident. Une carrière comme celle-là, Richard, c'est des hauts et des bas, tu viens de le dire, mais c'est aussi de nombreuses anecdotes. Il faut que tu nous partages une belle anecdote, ou deux, ou trois. On a le temps devant nous autres. Mais parle-nous un petit peu de quelque chose de vraiment croustillant que tu as vécu pendant ta carrière de pilote. Ben écoute, c'est sûr que on n'a pas le choix de passer par le Grand Prix de Valcourt. On est là pour ça. T'sais. Exact. Le Grand Prix de Valcourt, ça a été vraiment j'ai eu une expérience absolument débile. C'est que 2008, Can-Am lance son DS450. Faut faire la promotion de ça. Je suis engagé par eux. Puis le Grand Prix le Grand Prix de Valcourt me dit écoute, on met les quads cette année. On met les quads cette année. On va faire un bon show. Il y a une bonne, un bon bassin de pilotes, puis on essaye ça cette année. On met ça à l'événement. C'est sûr que j'ai pas le choix. Je veux le faire. Je connais rien à la glace. J'en ai jamais fait. Okay. Fait que je me dis, écoute, Richard, il faut que tu te mettes à la glace. Essaye de trouver des petits événements, des petites places pour essayer, pour se setuper un quad, parce que là, Grand Prix s'en vient. Pas le même ajustement de courir sur la terre et courir sur la glace. Là. On est ailleurs. Là. Exact. Puis c'est une école, parce que c'est vraiment différent. Puis en même temps, ben, ça a été une piqûre incroyable. La première fois que j'ai roulé sur la glace, j'ai comme fait « Wow! Pourquoi j'ai pas fait ça avant? » J'aurais pu en faire 10 ans de temps avant. Puis vraiment, j'ai trippé. L'attraction est absolument hallucinante. Fait que on a un essai organisé par le Grand Prix le mercredi, je pense, avant l'événement, pour voir est-ce que, une semaine avant l'événement, est-ce que ça fait du sens de mettre des quads? C'est-tu safe? Ça va-tu donner un bon show? C'est-tu pas vite, mettons? Puis, fait que, puis tu sais, on va se le dire, Bombardier dit, ça ferait bien que Richard puisse essayer, tu sais, ça serait le fun. Fait que j'arrive, puis la piste, c'est parfait. Il fait soleil, ce qu'il ne fait pas tout le temps à Valcourt. Quand le vent se lève des terres, oh là là! C'est ça. Il ne fait pas moins 40. Ouais. Il fait à peu près moins 5. Tu sais, là, juste un petit coton ouaté. J'arrive là, la glace est miroir. Il n'y a pas personne qui a embarqué depuis le début de l'année. Tu sais, c'est parfait. Puis là, je roule le quad là-dessus, puis on me dit, go, roule. Fait que, puis première fois,
je suis tout seul, il fait soleil. Écoute, ça a été débile. Je pense que j'ai eu le droit à 6 tours. Mais pour vrai, là, pour moi, c'est des souvenirs incroyables. De rouler pleine largeur, quoi, 50 pieds de large, pas une trace avant moi. Au fond, tout ce qu'on peut donner pour trouver, écoute, ça va-tu te donner un bon show? Puis je me fais dire, tu sais, il faudrait que ça roule un peu parce qu'on regarde en haut, puis finalement, ils redescendent, ils disent oui, on les met à l'événement, on met un go. Fait que moi, je reviens, je suis bien raide. Écoute, pour te dire, là, c'est complètement différent qu'une course à Valcourt. Parce que à Valcourt, il y a des bosses, il y a de la neige, il y a de la bruine, il y a des compétiteurs. Tu sais, les lignes que j'ai pu prendre cette journée-là, là, j'ai pu jamais les reprendre de ma vie. Ça ne se compare pas, c'est ça. Tu sais, fou. Fait que ça a été complètement débile. Je reviens de là, il faut aller plus vite. Faut aller plus vite, là, ça marche pas. Là. Ça marche pas, c'est pas assez vite. Tu sais. Fait que on va revenir aux échappements un peu pour boucler la route. Le mercredi, écoute, il reste. Non. Le jeudi soir, je décide que je fais un nouvel échappement pour le quad, un échappement vraiment style drag de côté. Les règlements sont un peu nébuleux. On aurait le droit. Oh, oui, il n'est pas écrit. On étire le livre, mettons. On étire le livre. Fait que je travaille toute la nuit. On va sur le dyno. C'est miraculeux. Tu sais, un genre de petit coup de dé. Puis finalement, il faut partir pour Valco. Je ne dors pas de la nuit. Parce que là, je ne sais pas pourquoi, mais la pression est vraiment haute. Je sais que Can-Am, ils veulent que je gagne. Tu comprends? Ouais, ça sent la pression un peu. Ça sent la pression, puis on s'est préparé du mieux qu'on peut. Puis, mais ça a été, ce genre de semaine-là, là, ça a été vraiment intense, ça a été vraiment trippant. Fait que, vraiment de rouler là, sur une piste flambant neuve, au soleil à -5 à Valcourt, c'est un souvenir incroyable. Là, la question, as-tu gagné? Écoute, j'ai gagné la classe 450, puis en Open, écoute, je me suis fait avoir. Okay. j'ai fini deuxième. Ben, je m'en souviens encore. Non, mais écoute, j'étais premier, puis Marc-Antoine Auger sur une Yamaha m'avait dépassé. Je l'avais pas anticipé, puis écoute, j'avais fini deuxième, mais ça avait été vraiment comme première fois en quad à Valcourt, ça avait été vraiment trippant. C'est quoi le feeling d'arriver à Valcourt comme compétiteur? C'est grandiose l'événement. C'est le Saint Graal de la course de motoneige sur la glace, puis le snowcross qui s'ajoute, puis les événements connexes. C'est impressionnant la première fois qu'on met les pieds à Valcourt. Toi, tu as vécu ça comment la première fois que tu as mis les pieds là? Écoute, moi, ce qui m'a marqué, puis encore là, ce qui un peu nous ramène, c'est de voir les spectateurs qu'eux autres, là, ils vont rester là jusqu'à la dernière course. Ah, c'est incroyable. Moins 30, ils sont habillés de la tête aux pieds, ils sont prêts pour ça. Puis, beau temps, mauvais temps, froid, pas froid, ils sont là. Comme pilote, là, souvent la journée est longue, on n'a pas tant de temps de piste, mais de voir ça, écoute, tu n'as pas le goût de chialer, là, tu te dis, garde, là, moi, je roule. Fait que ça, là, c'est vraiment le fun. Puis de voir aussi cet aspect-là, de voir les champs rouler, tu fais comme, wow, ces gars-là, c'est des fous. C'est capoté de voir ça aller. Puis, en même temps, tu es content de faire que. Moi, je le vois toujours comme ça, c'est que, comme gars de quad, on a une tâche à faire, c'est de faire connaître ta sport. Puis quand un événement comme ça nous donne la place, tu te la prends, puis tu fais du mieux que tu peux, puis tu essaies de donner le meilleur spectacle. Puis ça, c'est trippant. Puis honnêtement, le feedback depuis 2008 des quads à Valcourt, c'est trippant parce que le monde vient de voir les machines, les passionnés viennent voir qu'est-ce que tu as fait de différent, ils te parlent. Tu n'as pas l'impression que tu as été un sideshow, même si on n'est pas les têtes d'affiche en quad, mais tu as l'impression qu'ils l'ont apprécié. Fait que ça, c'est vraiment le fun.
Puis le feeling en piste maintenant, avec des compétiteurs autour, c'est un long circuit. Tu l'as dit, là, les conditions ne sont pas optimales en compétition. Là, puis il peut neiger un peu, puis ça peut compliquer la donne pas mal. Comment on réagit là, sur le guidon avec ça? Ouais, écoute, quand tu pars en arrière à Valcourt, tu as vraiment, vraiment, vraiment envie de t'en aller. Il fait mauvais. Tu vois rien. Tu es au pif. Puis ça, là, c'est la plus grande motivation de partir en avant. Ouais. Quand tu fais juste les pratiques, tu dis, oh boy, si je pars en arrière, là, ça va être long. Là. Fait que, tu dis, regarde, on va pour le roll shop dans nos termes. Puis la course, là, à Valcourt, c'est super court. Et on parle de 3-4 minutes qu'on a en piste. C'est 6 tours, 10 tours de 26 secondes, 25 secondes. Tu as 1 an, puis tu as 3 minutes et demie en piste. Ouais. Puis en quad, la marge de manœuvre entre aller vite puis aller lentement n'est pas très grande parce que on n'a pas des machines hyper puissantes. Là. On n'a pas 200 chevaux. On a des machines qui sont le plus optimisées le possible, mais ça pèse toujours autour de 350-400 livres, puis entre 60 à 80 chevaux, tout dépendant le type de machine. Fait que c'est pas des fusées. On finit par faire des super tours en piste qui sont vraiment pas gênants, mais si tu fais une petite erreur, écoute, tu recules, ça va. Fait c'est comme si tu faisais ta course, puis tu n'as pas le choix d'analyser chaque micro-millimètre de la piste parce que tu fais une petite erreur, tu vois que le gars, il t'a tiré 4, 5, 6, 7 longueurs, il te reste 1 minute et demie pour rattraper ça puis essayer de le passer. Fait que c'est vraiment... Le feeling est spécial parce que justement, c'est tellement court que tu fais des petites erreurs, t'es fait. Puis après ça, tu as 1 an pour t'en souvenir parce que c'est vrai pareil parce que tu peux pas rembarquer sur la piste. Tes plans pour la prochaine saison, bon, évidemment, l'été tire à sa fin. Comment on va te voir impliqué en vue du Grand Prix de Valcourt en février? Écoute, on va être au Grand Prix de Valcourt. Ça, c'est ce que je sais pendant l'hiver. Une année d'absence, tout le monde va être excité, terrible de retourner. Exact. Pour vrai, ça va être un peu la même chose que les dernières années. Donc, j'essaie de faire peut-être une sortie de préparation avant le Grand Prix, juste pour dire, regarde, on se remet dedans un petit peu, on regarde nos ajustements. Mais tu sais, ça reste que, encore là, c'est un événement assez particulier dans l'hiver. Puis c'est pas comme si j'en faisais toutes les fins de semaine. Donc, j'ai pas l'impression depuis les 3-4 dernières années que j'arrive à Valcourt en disant là, je suis prêt. Je sais exactement tout. Non, c'est pas vrai. On y va quand même un petit peu à l'aveuglette. Mais pour moi, c'est un événement que je veux pas manquer. Là, pas vrai, j'aime ça le faire. Je le sais que je peux pas autant me préparer que dans mes grosses années. Mais on essaye, on prend. Il y a 2 semaines avant là, où on commence à y penser pas mal. Là, on fait des tests de dyno, on essaie de trouver les derniers horsepower, puis on se prépare, on se commande un set de pneus à la dernière minute parce qu'on dit OK, j'en veux un deuxième au cas où. C'est le genre de choses, le petit rush avant Valcourt. Là. Mais j'ai pas une grosse cédule de préparation là, pour dire que je vais faire des événements à gauche, à droite. Non, principalement, le seul événement en ce moment que j'ai planifié, c'est le Grand Prix de Valcourt. Tu anticipes une bonne compétition pour l'édition 2022. De plusieurs de tes adversaires en piste, là, sûrement, ont déjà annoncé leurs couleurs qui vont être à Valcourt cette année. Ben écoute, il y a toujours une belle compétition. Moi, je toujours, on a des gars exceptionnels comme Yves Sanson, que lui, là, t'as l'impression qu'il fait que ça, mais il vient à Valcourt, il est prêt. Puis il donne toujours une super performance. C'est le fun d'un gars comme ça que tu le sais qu'il va arriver et il va être prêt. Fait que oui, je m'attends à qu'on ait encore une quinzaine, une vingtaine de participants. Les gars vont être prêts. C'est jamais facile, Valcourt. Les bris mécaniques, là, on est toujours assez proche de la limite.
Puis, c'est vite arrivé. La fin de semaine peut tourner au vinaigre. Là, ça m'est arrivé à un moment donné. Oh, merde, c'était pas mon année. mais malgré tout, c'est le fun. Écoute, il y a toujours l'aspect un petit peu réglementation. On est toujours dans une zone un peu spéciale où on est quand même un spectacle. Les quads, il n'y a pas vraiment de série attitrée au règlement. Ouais. Donc, ça, c'est tout le temps un petit peu spécial parce que tu dis, moi, je le sais déjà avec quelle machine je vais arriver. C'est la même machine que je prends l'été. C'est un peu, c'est mon banc d'essai pour mes pièces. Fait que je me permets d'avoir un quad qu'on modifie, soit pour aller faire justement du supermoto, du MX, on change les amortisseurs, mais ça reste la même. Parce qu'il va y avoir un compétiteur qui va arriver avec une nouvelle chose que, vu que les règlements, il n'y en a pas tant, ben, il va arriver avec quelque chose puis il va nous faire la peau. Ben, ça se peut, mais ça reste le fun justement de voir si à un moment donné, il va y avoir quelqu'un qui va être créatif et qui va arriver avec quelque chose de surprenant. Là. Richard Pelcha, merci beaucoup pour ta générosité dans le propos. Vraiment, vraiment agréable d'apprendre à te découvrir puis d'en savoir un petit peu plus sur le monde du quad. On a hâte de vous voir à l'œuvre à Valcourt cet hiver. Ça va être extraordinaire. Bien, bien hâte de peut-être faire plus ample connaissance dans les puits. Bien hâte de remettre les pieds là-bas cet hiver, ça c'est sûr et certain. Merci pour ta présence. Puis ça lance notre saison du podcast en beauté, ça c'est clair. Merci beaucoup. Ça a été super le fun de jaser avec toi. Puis on reprend ça à Valcourt. Puis encore, je te dis, c'est toujours le fun qu'il y ait une place pour les quads. On donne un bon show, puis je l'apprécie. En guise de conclusion, comme d'habitude, en cas de doute, gaz au bout. À bientôt tout le monde. Bye! Bye!